Voilà, voilà. Bon, Laetitia, je te laisse te présenter, peut-être, pour Bon, mais commencer. du coup, elle a dit déjà comment je m'appelais. Laetitia. Laetitia Clanet, je suis la dirigeante et fondatrice de Calicia Certification il y a bientôt maintenant 4 ans. Donc, organisme certificateur, entre autres, du coup, puisqu'aujourd'hui on développe nos activités. Donc, on fait Calliope, entre autres. Que dire de plus du coup, je sais pas. Bah, je veux dire, vous avez déjà, pu auditer combien de clients? Qu'on ait un peu une idée Alors oui, sur sur, l'initial, on est à peu près à 3500 audits initiaux et on a bien démarré quand même les audits de surveillance également, mais on en est quand ouais. même au début. Voilà. On en est qu'au Euh, début. Bon, c'est intéressant qu'on ait cette vision parce que les retours d'expérience qu'on va pouvoir faire sont bien sûr principalement issus des retours d'expérience du certificateur Calicia Certification. Donc, c'est là que c'est oui, intéressant de voir aussi on va dire, la masse d'audits déjà réalisés pour pouvoir avoir un panel représentatif. oui. Est-ce que Euh, tu veux ajouter quelque chose d'autre? Non, après, s'il y a des questions, j'y répondrai. Je me dis que... Voilà. Elle reste mystérieuse. Bon, c'est le troisième hein, qu'on anime ensemble. Si, ceux qui ont eu l'habitude de nous suivre, normalement, ils devraient savoir à qui ils ont affaire. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Virginie Christon. Je suis fondatrice et dirigeante du cabinet Open. On a un cabinet conseil RH qualité digitale. Ma petite particularité aujourd'hui, c'est que je suis auditrice et donc aussi auditrice sur Calliope pour Calicia Certification. Donc, je vais pouvoir avoir cette casquette et témoigner de ce que j'ai pu voir, constater lors des différents audits. Voilà. Je te propose qu'on commence. Est-ce Ouais. que c'est bon dans les questions-réponses, les discussions, tout le monde J'ai mis au entend, tout le monde propre. voit bien? Ouais, j'ai mis au propre, c'est pour ça que j'étais un peu entre deux. Du coup, là, il n'y a plus que des questions qui semblent pas être des bonjours, donc je les ai gardées et on verra au fur et à mesure, si tu veux, Oui, on aura un pour y temps répondre. d'échange On va essayer de à ce répondre au niveau-là. maximum à vos questions hein, dans la mesure du possible. Voilà, on ne sait pas combien vous allez être à en poser. Donc, si jamais il y a des compléments, on vous répondra à d'autres questions peut-être quand on vous enverra le replay, on vous mettra peut-être une foire aux Ouais, une questions. petite FAQ, ouais, ça peut être sympa. Sachant que vous l'avez bien vu, hein, l'objectif de ce webinaire, c'est d'être dans la bonne humeur et la détente. Voilà. Allons-y. Alors au sommaire, je te laisse Laetitia présenter ces éléments. Donc, pour le sommaire, vu que l'objectif quand même de ce webinaire, c'est de faire un focus sur l'audit de surveillance, logiquement, une grande majorité des participants ici sont déjà au moins certifiés Calliope et ont passé leur audit initiaux. Bon, s'il y en a pour lesquels ce n'est pas le cas, ben, bienvenue. En premier lieu, on va parler du protocole et des modalités de l'audit de surveillance par rapport en fait aux règles qui sont fixées par la DGFP et les règles quand même aussi liées à l'accréditation, puisqu'on se doit de respecter l'ensemble des dispositions. Ensuite, on fera un focus sur quelques questions qui ont été posées sur les indicateurs. On fera un petit topo sur l'utilisation du logo Calliope et les règles pratiques aussi en termes de marque. Donc, la marque Calliope, puisqu'on a quand même souvent des remontées Oui. de la part de la DGFP ou de tiers sur des mésusages de Calliope ou de la marque. Donc, comme ça, on fera un petit rex là-dessus. Et puis, on laissera un temps de questions-réponses. Et on a un petit bonus également qui ne fait pas partie du sommaire. On va vous faire un petit point sur les écarts les plus constatés dans le cadre des audits. Ça nous permettra de rebondir avec vous sur les points de vigilance sur les futurs audits à venir. Bon. Nous Merci. t'écoutons pour le protocole et modalités de l'audit de surveillance. Alors, je vois pas mal sur les réseaux sociaux de personnes qui se posent la question de savoir pourquoi leur audit de surveillance est en présentiel ou à distance, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la règle, c'était que l'audit initial soit obligatoirement en présentiel et que l'audit de surveillance, du coup, de ce fait, puisse être fait à distance sous réserve
d'une analyse des risques de l'organisme certificateur, donc favorable à la réalisation de cet audit de surveillance à distance. Sauf que le Covid étant passé, le ministère a laissé la possibilité à ce moment-là de faire les audits initiaux à distance, que du coup, on puisse quand même continuer de réaliser les audits. Et la règle, c'est que si votre audit initial a été réalisé à distance, l'audit de surveillance est obligatoirement en présentiel. Voilà. Si l'audit initial, par contre, avait été réalisé en présentiel, l'audit de surveillance peut être réalisé à distance, c'est-à-dire que si une analyse des risques conduite par l'organisme certificateur précise que il y avait, nous par exemple, on se base sur un volume de non-conformité, c'est-à-dire que s'il y a un trop gros nombre de non-conformités, on va imposer l'audit de surveillance en présentiel parce que ça veut dire que déjà il y a des difficultés dans l'audit. Donc, si on rajoute la difficulté potentielle de la, j'ai perdu le mot, du fait que ce soit à distance, ça peut être plus compliqué. Il peut aussi y avoir l'impossibilité de réaliser l'audit à distance, à la demande de l'audit. Alors attention à la demande motivée, c'est-à-dire qu'il faut justifier pourquoi. C'est-à-dire, vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas les preuves en dématérialisé, etc. Et aussi en cours de cycle, il faut savoir que donc, vous êtes certifié pour 3 ans et on peut à tout moment recevoir des réclamations à votre encontre. Donc, les réclamations peuvent provenir de tiers, peuvent provenir de la DGFP. Et si certaines réclamations nécessitent ou entraînent un manque de confiance sur votre certification, donc des fois, il peut y avoir des audits complémentaires pour pouvoir lever les écarts identifiés en cours de cycle, mais d'autres fois, de façon plus, on va dire, sympathique, ça peut être une vérification plus poussée sur la surveillance et ça nécessiterait donc que ça soit fait en présentiel. Voilà. C'est rare que l'on ait des réclamations qui entraînent ce genre de conséquences-là. En général, c'est plutôt aujourd'hui sur l'utilisation du logo ou alors certains organismes ne répondent pas à des réclamations clients. Donc, nous, on fait un échange documentaire pour les résoudre. D'accord. Voilà. Ça ce sont des. Enfin, excuse-moi, je pose une question qui me vient. Hein. Comme je disais, la convivialité, l'interactivité. L'idée, c'est du coup, il peut y avoir. C'est que c'est assez fréquent que, par exemple, il y ait des stagiaires d'un organisme de formation qui soient, je sais pas satisfaits de la réclamation portée et qui puissent prendre contact avec le certificateur. C'est quelque chose qui est qui arrive, qui est acté dans la vie quotidienne des personnes. On a eu, nous, le cas récemment de quelqu'un qui n'arrivait plus à accéder au site internet pour avoir les informations. Donc, l'organisme en question communiquait sur son site les indicateurs, enfin, les éléments liés à l'indicateur 1. Et il y a une réclamation aussi qui n'avait pas été traitée. Et il y a quand même l'indicateur sur la gestion aussi des réclamations dans le guide de lecture. Donc, voilà, nous, ça nous est arrivé là dernièrement. Et donc, on demande à l'organisme de nous apporter les preuves de sa conformité ou du moins de résoudre et de faire du curatif correctif si c'est nécessaire. Voilà. Ok, très bien. Ok, merci. Voilà. Donc, petite question qui est déjà là, je vois, qui est posée. Si votre siège social est chez vous et que vous faites des formations en intra, en fait, on peut convenir d'un lieu. Ça, c'est prévu par le décret ou l'arrêté. Chaque fois, je confonds les deux. Sur les modalités d'audit. Donc, le ministère avait prévu que certains n'ont pas de locaux. Donc, on peut convenir d'un lieu. Donc, soit quelqu'un peut vous prêter une salle, soit ça nous est déjà arrivé de faire l'audit à votre domicile pour l'occasion. Moi, la première, quand j'ai démarré, j'ai été auditée par le COFRAC chez moi. Donc, je m'étais mis sur la table du salon. Voilà, ça pose pas de problématique. Nos auditeurs ont l'habitude. Virginie, je ne sais pas si tu peux en témoigner. Ah, mais carrément, pour le coup, il faut que moi, je dis souvent aux audités, faites en sorte d'être dans les meilleures conditions possibles pour votre audit. Si vous êtes mieux chez vous parce que vous avez tout apporté, parce que vous avez l'habitude de travailler chez vous et que vous avez un espace dédié et que ça vous convient, que ça ne vous dérange pas que l'auditeur vienne, il n'y a aucun souci. Hein. Je veux dire, je crois que j'ai fait plus d'audits chez du coup des personnes que finalement dans le fait d'avoir loué une salle exprès ou mis à disposition une salle exprès. Il y a aucun problème là-dessus. On respecte bien entendu votre intimité, votre cadre personnel. On ne on navigue pas dans la maison, je vous rassure. Vas-y. Mais oui, c'est largement possible. Il y a aucun souci là-dessus. L'important, c'est que vous puissiez avoir à votre disposition tous les éléments vous permettant d'apporter des réponses aux questions de l'auditeur au regard du référentiel. Voilà.
Et du coup, je parlais de l'audit à distance, que la nécessité, c'est d'avoir quand même les preuves dématérialisées. Si elles sont dématérialisées pour l'audit en présentiel, c'est très bien. Il y a quelqu'un qui pose la question. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Aujourd'hui, on est quand même de plus en plus sur des preuves dématérialisées. Il suffit de soit vous montrer l'écran de votre ordinateur, soit moi, je sais quand je suis auditée, j'ai mon double écran et je glisse du coup le document que l'auditeur veut regarder sur l'écran. Voilà. Donc, ça s'organise assez facilement. Ok. Tu peux nous dire 2 mots sur l'affectation des auditeurs pour le coup? Sur l'audit de surveillance? Oui. Oui, alors nous, on part du principe que l'auditeur qui a fait l'audit initial est missionné également pour la surveillance, sauf s'il y a récusation de la part du client, de l'audité en fait. Hein, si l'audit initial, par exemple, s'est mal passé, alors mal passé, c'est pas parce que vous avez une non-conformité que ça s'est mal Oui. passé, voilà. Parce que voilà, c'est pas du tout ça. C'est le fait qu'il y ait un défaut d'entente et on parle plutôt de relationnel et d'humain. Voilà. Et des fois, ben, les auditeurs ne sont plus disponibles ou ont arrêté leurs activités. Et à ce moment-là, on est obligé effectivement de proposer quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça s'organise quand même plutôt bien. Et voilà. Donc après, sinon, c'est le même, sauf si l'auditeur a arrêté ses activités pour X ou Y raison, ou qu'il n'est pas disponible pendant un laps de temps qui correspond à la période sur laquelle l'audit de surveillance doit avoir Et oui. lieu. Voilà. Ce qui arrive, hein, je veux dire, là, je peux témoigner en qualité d'auditrice. Pour le coup, ça m'arrive des fois de ne pas avoir la possibilité d'ajuster mon agenda au regard des délais pour la passation de l'audit de surveillance. Et ben, dans ce cas-là, on essaie de trouver autant que faire se peut une solution. Et si ce n'est pas possible, effectivement, de mon côté, je suis informée par les services de Qualicia que je ne vais pas conduire l'audit de surveillance faute d'avoir une date qui coïncide. Et donc, du coup, la recherche d'un autre auditeur se fait en parallèle par les services de Qualicia. Voilà. Alors, petite spécificité chez nous, on s'occupe de la planification. Donc, le mieux, si vous voulez planifier, c'est de prendre contact directement avec nous et pas avec votre auditeur, puisqu'on tient à gérer cette planification pour pouvoir maîtriser nos process. Voilà, tout simplement. Logiquement, on prend contact avec nos clients pour planifier cet audit, mais je dis toujours, attention, n'attendez pas qu'on prenne contact avec vous non plus, puisqu'on a quand même des problématiques des fois pour contacter certains clients pour lesquels nous, on a un correspondant qui a potentiellement changé. Donc oui, on fait la prise de contact auprès de vous, mais pensez-y et regardez du coup pour ceux qui sont certifiés. 3 ans, c'est entre 14 et 22 mois, et 4 ans, c'est entre 14 et 28 mois. Donc surveillez quand même que quand vous êtes 14 mois après votre date de certif, prenez contact avec nous pour planifier votre surveillance si vous n'avez pas été contacté. Pour la simple et bonne raison qu'on galère un peu à retrouver les coordonnées des fois de la bonne personne, puisqu'il y a du changement et des fois il y a des personnes qui partent des structures. Voilà. Ok, j'ai vu qu'il y avait quelques questions-réponses. On va s'en garder aussi pour la fin, sinon c'est pas drôle. On va tout répondre dans la première partie. Je vous propose du coup qu'on continue, enfin que Laetitia continue notamment sur la notion de CNEFOP et la prise en compte du coup des nouveautés. Ou non, c'est moi, je sais plus. C'était moi qui devais dire ça. Je sais plus, Bon, allez c'est hop, pas c'est bon. grave, je suis pas jalouse. T'es pas jalouse, allez, je m'y mets. Donc, la notion de CNEFOP, peut-être que certains d'entre vous, lors de votre audit initial, vous avez bénéficié d'un audit dit aménagé, pour le coup, parce que vous possédiez déjà un label qui était reconnu par le CNEFOP. Hein. C'était une forme de reconnaissance, de dire que vous étiez déjà engagé dans une démarche qualité. Donc, il y avait une sorte d'équivalence. Il y avait certains indicateurs qui étaient audités, mais pas tous. Donc, pour le coup, vous êtes retrouvé avec peut-être 9, 10, 13 indicateurs sur votre audit initial au lieu des 22, 23 minimum qu'on pourrait avoir dans le cadre d'une action de formation, je précise. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'audit de surveillance? Là, c'est là que ça change un petit peu la donne, parce que les indicateurs qui n'ont pas été audités à l'audit initial, par contre, ils seront audités à l'audit de surveillance, même si à l'audit initial, vous aviez bénéficié d'un aménagement par rapport au CNEFOP. Donc attention à cette subtilité, parce que pour le coup, l'auditeur va s'intéresser à l'intégralité du référentiel et des indicateurs correspondant à votre activité.
Alors, la prise en compte des nouveautés entre l'audit, enfin, sûrement votre audit initial et votre audit de surveillance, c'est la mise à jour notamment du guide de lecture en mars 2021, si je ne m'abuse, qui a précisé que les indicateurs 3, 7 et 7, 3, 7 et 16, pardon, sont applicables uniquement sur des formations certifiantes conduisant à un titre RNCP. Voilà. C'est petite différence parce que par le passé, ceux qui avaient des formations certifiantes qui étaient du coup qui conduisaient à une reconnaissance au répertoire spécifique, je pense notamment aux langues et TOEIC, etc. Vous étiez dans un premier temps impacté par les indicateurs 3, 7 et 16, ce qui aujourd'hui ne sera plus le cas. Donc on va voir le cas d'auditer qui ont déjà répondu aux indicateurs 3, 7 et 16 sur une formation certifiante reconnue au répertoire spécifique et qui, lors de leur audit de surveillance, ne seront plus audités sur ces indicateurs-là. Je ne sais pas si Laetitia, tu veux compléter ou ajuster certains Non, éléments. c'est très bien. J'ai essayé de répondre à certaines questions en parallèle, en direct. Mais comme je disais au four et au moulin, Laetitia, elle est partout. Ouais, c'est ça. Alors, tous les indicateurs ou pas, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, en fait, s'était posé la question compte tenu des durées des audits de surveillance, hein, puisque ils sont moins, enfin, la durée est moins longue que l'audit initial, sauf que sur les surveillances, on doit pouvoir échantillonner des prestations réalisées dans leur entièreté, en partie ou dans leur entièreté, puisque du coup, nous, il faut qu'on puisse, ce que je viens de répondre à quelqu'un, il faut qu'on puisse, lors de nos audits, vérifier que vous êtes conforme sur l'ensemble des indicateurs. Voilà. Du coup, c'est posé la question sur les audits de surveillance compte tenu de leur durée, de savoir si on faisait un échantillonnage de ces indicateurs, ce qui se pratique dans d'autres référentiels sur les surveillances. Par exemple, on va auditer la moitié du référentiel et sur les initiaux et renouvellements, on sera sur la totalité. Et la réponse du ministère a été sans appel. Tous les indicateurs applicables sans exception doivent être audités. Donc, je dis applicables puisqu'il y en a 32 au total, mais que suivant du coup, votre activité, vous êtes audité sur un socle commun à minima de 22 plus les spécifiques. Par contre, du coup, voilà, on essaie de vous rassurer sur ça, parce que du coup, la totalité des indicateurs en une demi-journée, c'est quand même chaud. On a briefé Oui, nos je auditeurs. confirme. Voilà. On a quand même briefé nos auditeurs. L'idée, c'est de se focaliser sur l'échantillonnage et la mise en œuvre des actions, parce qu'on doit aussi vérifier s'il y a eu des non-conformités, leur mise en place, leur efficacité, etc. Donc, vous aurez beaucoup moins le temps de parler des process de votre organisme, à part si vraiment il y a des gros changements. Maintenant, par contre, pour ceux qui ont une surveillance d'une demi-journée avec OF, VAE et bilan de compétences, préparez au maximum vos éléments de preuve en dématérialisé pour pouvoir, et l'idéal, c'est d'avoir une traçabilité sans faille pour pouvoir finalement aller très rapidement observer des dossiers parce que c'est vraiment très, très compliqué au niveau timing. Voilà. C'est clair, c'est clair. Alors juste, je reprécise un point parce que je regardais les questions-réponses pendant que tu étais en train d'expliquer cette petite subtilité sur l'intégralité des indicateurs ou pas. Effectivement, on est sur un webinaire sur l'audit de surveillance. Donc, je vois pas mal de questions qui sont des questions, on va dire, plus pour l'audit initial. Par exemple, qu'est-ce que le CNEFOP? Ça n'a même plus lieu d'être d'en parler actuellement. Donc, on va essayer d'y répondre. Mais bon, pour le coup, on part du principe que c'est un audit qui est pour les organismes qui ont déjà passé l'audit initial et donc qui vont vers l'audit de surveillance. Je refais un point quand même sur les indicateurs 3, 7 et 16. Ce sont des indicateurs dits spécifiques dans le cadre de l'action de formation qui sont des indicateurs qui vous concernent si vous conduisez des actions de formation qui qui aboutissent à la passation d'un titre RNCP. D'accord? Donc, ça veut dire si vous avez un titre RNCP, si vous conduisez une formation qui va vers du RNCP, vous êtes du coup impacté par les indicateurs 3, 7 et 16, qui sont des indicateurs spécifiques à l'action de formation dite certifiante. Voilà, c'était juste pour repréciser parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur ce sujet-là. Alors, moi, je vais faire un petit point sur la notion de nouvel entrant et l'audit de surveillance. Donc là,
petit retour en arrière pour ceux qui ont passé leur audit initial en qualité de nouvel entrant, ça veut dire ayant récemment créé leur organisme de formation, vous aviez certains indicateurs qui étaient partiellement audités ou certains indicateurs qui n'étaient pas forcément audités. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'audit de surveillance? Ben, on va être particulièrement vigilant sur les éléments qui ont été partiellement audités à l'audit initial ou qui n'ont pas été audités puisque ces indicateurs n'avaient pas à l'être dans le cadre du nouvel entrant. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas précis, il y a certains indicateurs où nous vous invitons à être particulièrement vigilants parce que l'auditeur le sera également. Donc, on vous les a listés, donc notamment l'indicateur 2, la preuve de la diffusion des indicateurs de performance devrait être apportée. Pour rappel, l'indicateur 2 vous demande d'identifier des indicateurs de résultats qui soient adaptés à la nature de vos prestations, de les identifier et de les diffuser. Dans le cadre de l'audit initial, si vous étiez nouvel entrant, on vous demande de les identifier et pas forcément de les diffuser en partant du principe que vous n'avez pas réalisé encore d'action. Donc, pour le coup, qu'est-ce qu'on va s'attarder en audit de surveillance? C'est effectivement de bien regarder que ces éléments soient bien diffusés. Voilà, ça, c'était un exemple sur l'indicateur 2. Il y en a bien sûr d'autres. L'indicateur 11, la preuve de la mise en œuvre du processus d'évaluation devra être apportée. Effectivement, on vous demande de démontrer que vous avez évalué l'atteinte des objectifs de vos publics bénéficiaires. Pareil, même subtilité que le 2, il faut absolument démontrer la réalisation. Donc, je reviens un petit peu à ce que disait Laetitia tout à l'heure, on va moins s'attarder sur vos processus, on va plus regarder la mise en œuvre réelle de la présentation de votre fonctionnement, forcément. L'indicateur 13, donc la preuve et la mise en œuvre du processus d'articulation des apprentissages entre l'organisme et l'entreprise doit être apportée. Donc là, c'est un indicateur spécifique, l'indicateur 13. L'indicateur 14, la mise en œuvre de l'accompagnement de l'apprenant doit être démontrée. Donc indicateur 14 qui est spécifique au CFA, je précise. Si nous continuons, indicateur 19, donc indicateur socle pour toutes les actions, la mise à disposition des ressources pédagogiques doit être démontrée. Donc là, on est aussi dans le cadre de démontrer qu'on a diffusé, informé, donné de la matière pédagogique aux stagiaires. L'indicateur 22, qui était un indicateur non audité dans le cadre de l'audit initial, donc la preuve de l'entretien et du développement des compétences des salariés doit être apportée par l'organisme. Les indicateurs 24 et 25 qui sont sur la veille métier et la veille technologique et pédagogique, vous devez être en mesure de démontrer l'exploitation sur votre organisme de formation de ces veilles-là. L'indicateur 26, la mise en place et la mobilisation du réseau de partenaires, acteurs, experts du champ du handicap doivent être démontrés. Donc là, on est dans l'indicateur qui fait souvent débat quand on discute des indicateurs sur le handicap. Donc là, vous devez pouvoir démontrer que vous avez mobilisé le réseau de partenaires, acteurs, projets du champ du handicap dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Et le 32, alors le dernier, la preuve et la mise en place d'une démarche d'amélioration continue devra être apportée. Donc pareil, comme le 22, c'était un indicateur qui n'était pas audité pour le nouvel entrant. J'insiste particulièrement sur ce que je viens de dire. On est dans un cas précis d'une structure qui était qualifiée de nouvel entrant à l'audit initial et qui passe en audit de surveillance. Laetitia, je te laisse prendre la main sur le avant, pendant, après, sur les Oui. non-conformités. Alors, j'ai répondu à quelques questions, juste Ah, peut-être voilà, les questions récurrentes auxquelles j'ai répondu vont être de l'ordre de l'échantillonnage. Comment est-ce qu'il est choisi? Est-ce que l'audité peut choisir son échantillon? Juste du coup, parce que j'avais répondu déjà à 3 comme ça, je voudrais juste du coup rappeler que non, l'échantillon, donc les prestations réalisées qui vont être auditées, sont à l'appréciation de l'auditeur. Parce que en fait, ça doit être représentatif de votre activité. Si c'est vous qui choisissez, vous allez nous donner celles qui sont propres. Le but, c'est que vous soyez propre tout le temps et du coup, au hasard, l'auditeur en fait va en choisir et on dit en général que cet échantillonnage est représentatif de l'activité parce que si sur 3 échantillons, il y en a une où il y a une petite non-conformité, ça voudra dire que potentiellement, elle a pu être répétée.
Si sur les 3, il n'y en a aucune, on partira du principe que vous avez du coup fonctionné de façon conforme, même si on peut passer à côté parce que l'échantillon, vous aurez eu de la chance. Mais voilà, l'idée, c'est quand même que l'échantillonnage soit représentatif de l'activité. Donc, en général, ils vont quand même, je pense, enfin, Virginie, nous, ce qu'on dit quand même, c'est si vous faites 3 échantillons, c'est pas prendre non plus tout le temps la même session, c'est d'aller quand même, Oui, voilà. oui, Je sais pas complètement. si, voilà. Mais voilà, donc du coup, c'est quand même censé être fait au hasard. Et après, en général, on va quand même d'abord en priorité aller sur les plus vendus, mais sachez que ça n'empêche pas d'aller sur les moins vendus également, puisque vous devez être conforme sur l'ensemble de votre catalogue. Voilà, juste petite. Non, mais c'est important. Tu Il fais y en bien. avait Tu fais pas bien. mal sur ça. Parce que j'en vois encore plein. Donc, j'ai répondu à chaque fois manuellement, mais j'en vois encore plein. Ouais. Par rapport au contenu d'un Oh, audit de surveillance et la différence avec un audit initial. Donc, l'audit initial, c'est pareil, il y a eu des questions. On était sur la validation et la conformité de vos process au référentiel. Pour certains, on a pu auditer des prestations réalisées déjà en initial et pour d'autres, on était sur des modèles types qui n'étaient pas spécialement complétés. De là, en initial, vous avez pu avoir 0 non-conformité ou des mm, non-conformités mineures ou une ou des non-conformités majeures. Donc, pour la majeure, vous deviez la lever pour pouvoir être certifié, mais parfois, l'efficacité, par exemple, de l'action n'a pas pu être vérifiée. Donc, on va vérifier cette efficacité à la surveillance. Est-ce que la correction que vous aurez apportée, en fait, à votre audit initial permet aujourd'hui d'avoir un process efficace et que cette non-conformité n'apparaisse plus? Parce qu'en général, on parle de, là je vais rentrer dans la qualité, mais on parle de curatif et de correctif. Donc, on a l'action qui va permettre de corriger le problème et on a l'action qui va permettre d'éviter qu'il se reproduise. Voilà. Donc, l'efficacité nous permettra de valider que ce que vous avez mis en place permet d'éviter aussi que ça se reproduise. Pour ceux qui avaient aussi des des non-conformités mineures, il n'y avait pas besoin de les lever, il fallait nous fournir un plan d'action en disant qu'est-ce que vous alliez faire. Donc là, l'objectif lors de l'audit de surveillance, ça va être de vérifier que vous avez mis en place les actions que vous aviez prévues dans les délais mm. et qu'elles sont efficaces et qu'elles ne se reproduisent plus. Si vous n'avez pas réalisé ça à votre audit de surveillance, attention, la non-conformité sera reclassée en majeur. Voilà. Et ensuite, donc pendant l'audit, on va également revoir les indicateurs applicables. Donc, il y a eu une question sur comment est-ce que je sais lesquels sont applicables. Mhm. Là, on ne va pas pouvoir repartir sur ce sujet-là, mais contactez-nous, du coup. On vous guidera. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui passe un initial ou une surveillance, mais on vous reguidera. De toute façon, il y a le socle commun de 22 et les spécifiques, comme on a parlé tout à l'heure, du coup, Virginie, avec si vous si vous avez un titre enregistré au RNCP, s'il y a de l'alternance, etc. Voilà. Et pendant l'audit de surveillance, vous pouvez aussi effectivement avoir des non-conformités qui seront identifiées, qui seront mineures ou majeures, même principe que lors de l'audit initial. Donc, après cet audit de surveillance, même principe que sur l'initial. Pour les mineurs, 8 jours pour proposer un plan d'action. Et du coup, après, vous aurez 6 mois pour les mettre en œuvre et ça sera vérifié lors de votre audit de renouvellement. Et pour les majeurs, vous avez 8 jours pour proposer un plan d'action, mais vous avez les 3 mois pour pouvoir les lever. On vous fera la prise on vous décidera du maintien de votre certification si vous levez ces non-conformités-là dans les délais. Pendant qu'il y a les non-conformités en cours, vous continuez d'être certifié. Voilà, il n'y a pas, si vous avez une majeure à la fin de votre audit, vous n'êtes plus certifié, non. Vous continuez d'être certifié pendant le délai de 3 mois sur lequel vous devez corriger la non-conformité et apporter les preuves à l'organisme certificateur. Passé ces 3 mois, par contre, si vous n'avez pas répondu dans les délais, vous allez avoir une suspension de votre certification en attendant toujours d'avoir les preuves. Donc, vous ne serez plus certifié pendant 3 mois, mais on appelle ça une suspension. C'est-à-dire que si vous résolvez les problèmes, on vous réactivera votre certification. Si vous laissez passer ces 3 mois-là, par contre, après, c'est un retrait et vous ne pourrez plus fournir les preuves. Il faudra repasser un audit initial si vous voulez obtenir votre certification. Voilà. Donc, ne laissez pas passer les délais, c'est dommage. Voilà. Oui, alors je profite, Laetitia, il y a quelques questions sur justement l'histoire de non-conformité et bien sûr, notamment les craintes de certains qu'on comprend complètement. Il y en a beaucoup, ils disent oui, mais donc du coup, sur mon audit initial, j'avais présenté des actions de formation et puis j'arrive à mon audit de surveillance, je n'ai pas fait d'autres actions ou j'en ai fait qu'une. Comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que c'est pénalisant? Comment on aborde cette question de j'ai peut-être fait sur une ou plusieurs actions, on est d'accord, un peu d'actions sur une catégorie sur laquelle je vais passer un audit de surveillance. Comment ça se passe?
Alors, on avait demandé au ministère, du coup, parce que on avait le doute, on a vu des personnes communiquer sur les réseaux comme quoi il y avait une suspension. Nous, le ministère nous a répondu que on réauditait les process, on vérifiait que du coup, l'organisme était toujours en capacité d'avoir les réflexes et le fonctionnement Ouais. de prévu. Et du coup, on a en gros cette possibilité-là. Attention, par contre, on va quand même vérifier du coup le BPR qui soit bien à zéro, parce que si vous avez du CA alors que vous nous annoncez que vous n'avez pas réalisé d'action, Oui. il va y avoir quand même une incohérence. Sachez que les formations, si vous êtes sous-traité par quelqu'un, on pourra auditer la partie pour laquelle vous aurez été sous-traité. Ça permettra d'apporter des preuves pour votre audit de surveillance. Sachant que ça, c'est pareil, le ministère a toujours dit toutes les formations versées au BPF sont potentiellement auditables. Donc, la sous-traitance est dans le BPF. Donc, si vous êtes sous-traité, vous êtes le sous-traitant d'un organisme donneur d'ordre, vous pouvez être audité sur votre partie. Pas la totalité, vous ne récupérerez pas de votre donneur d'ordre l'ensemble des éléments de la presta, mais au moins votre partie. Et ça, c'est généralement cadré par le contrat qui vous lie donc avec votre donneur d'ordre. Voilà, je ne sais pas si Non, si, c'est important. Et puis, je veux rappeler, parce que là, il y a plusieurs questions-réponses de cas spécifiques en disant oui, mais moi, si, mais moi, si, mais moi, si. Je rappelle que votre auditeur ou votre auditrice doit faire preuve d'intelligence situationnelle, c'est-à-dire on a une réunion d'ouverture dans le cadre d'un audit, que ça soit un audit de surveillance, un audit initial ou de renouvellement, dans lequel on échange sur le contexte, votre organisation, etc. Donc, effectivement, en fonction de certaines contraintes de votre secteur, de votre activité, essayez de faire preuve d'une conduite d'audit intelligente, faisant en sorte qu'on respecte les indicateurs en fonction de l'organisation qui est précisée. C'est à vous de nous apporter la preuve de comment vous répondez aux indicateurs et aux exigences. C'est pas à nous de vous exiger de nous démontrer telle et telle chose. Donc, partez de ce principe-là en reprenant le référentiel et faites en sorte d'apporter les éléments de preuve nécessaires. Donc, répondre aux questions: «Oui, mais moi, j'ai pas eu ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va être pénalisant ou pas?» C'est impossible pour nous aujourd'hui de vous répondre. On ne connaît pas votre contexte, et on peut pas vous apporter une réponse plus poussée. Sinon, on risque de dire des bêtises parce qu'on va vous dire, ou on va dire à quelqu'un A et à quelqu'un d'autre B, parce que pour le coup, le contexte va être différent. Ça, je veux que vous l'entendiez. Les indicateurs sont les mêmes, les exigences sont les mêmes. Maintenant, entre un organisme de formation dont l'intégralité de ces formations se passe en sous-traitance et un qui est donneur d'ordre, et c'est un gros organisme de formation, vous entendez aussi que les process, les manières de fonctionner sont différentes. C'est tout à fait logique. Entre la taille d'un organisme qui a 3000 salariés et un formateur indépendant, c'est différent, c'est logique la manière de s'organiser. Donc, on a ce regard-là, on regarde comment vous fonctionnez. Donc, ça aussi, il faut aussi entendre qu'on a besoin d'un contexte pour répondre à des questions spécifiques. C'est bon pour alors NC, pour tous ceux qui nous. C'est bien non-conformité. On est un NC majeur, NC mineur. On continue? Qu'est-ce que tu en penses, Laetitia? oui. Oui? Ouais, Mm. là, tu es dans Non, je dans lis les des questions. questions-réponses, toi. Donc, voilà. Des fois, il y a des Allez! questions qui ne concernent pas l'assertif, donc on verra si on a le temps d'y répondre parce que. Ça marche, Voilà. ça marche. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui se regroupaient, donc c'est vrai qu'on pourra bien actualiser notre livre blanc, la FAQ, etc. Ça va être chouette. Merci pour votre participation active sur le sujet. Bon, allez, attention, vous allez m'entendre faire un super monologue. Bien sûr, Laetitia va m'apporter tout son soutien sur mon combat du moment, l'utilisation du logo et de la marque Calliope. Attention, c'est parti. Donc, les modalités d'usage de la marque. Alors, je veux juste faire une petite précision, en tout cas en ce qui concerne le Scalicia certification, mais quand vous obtenez, votre OF obtient la certification Calliope, vous avez du coup un message de la part de Calicia certification qui vous dit que vous avez une succession d'éléments mis à votre disposition, dont les chartes d'usage. Donc tout ce qu'on va dire ici correspondent aux éléments que vous retrouvez dans les chartes d'utilisation et d'usage du logo ou des logos si on associe le logo du certificateur. Je vous invite à particulièrement être attentif à ces explications-là, parce que c'est exactement ce qu'on va reprendre là et vous pourrez le reprendre à tête reposée en relisant ces chartes-là. Donc,
Pour faire court, la marque peut être associée au logo du PAC. Alors, je l'ai vu hein, dans les questions-réponses, pardon. PAC, prestataire d'action concourant au développement des compétences. Donc, c'est un peu j'allais dire le nouveau nom depuis la loi de 2018 des organismes de formation, puisque, je rappelle, on parle d'action concourant au développement des compétences, intégrant l'action de formation, puis le bilan de compétences, VAE et apprentissage. Aujourd'hui, vous pouvez être un centre qui fait uniquement de la VAE ou uniquement du bilan de compétences. Donc, on va parler pas d'organisme de formation dans son ensemble, mais de PAC ou d'OPAC. Organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences. Donc, la marque peut être associée au logo du PAC ou du certificateur. Il doit en revanche respecter les règles de la charte graphique Calliope. Il faut garder à l'esprit que Calliope certifie l'organisme de formation et non l'action de formation. Première erreur qu'on voit très souvent. Déjà, dans la manière de s'exprimer. Nos formations sont certifiées Calliope. On ne veut pas voir ça. Vos formations ne sont pas certifiées. C'est votre organisme qui est certifié indépendamment des actions que vous pouvez mettre. D'ailleurs, regardez un petit peu entre l'audit initial et l'audit de surveillance, vous avez sûrement arrêté des formations, développé de nouvelles formations. Pour autant, vous avez toujours votre certification Calliope. Donc, ça montre bien que c'est lié à votre organisation, à l'organisation de l'organisme de formation et non à l'action de formation en soi. Donc, je ne veux pas voir les formations sont certifiées Calliope, c'est l'organisme de formation qui est certifié Calliope. Donc, le logo ne devra être utilisé que sur les supports qualifiant l'organisme, donc là, c'est la suite logique, hein, dans sa globalité et non sur une action de formation spécifique. Donc, si on part du principe que tout le monde a compris que c'est l'organisme de formation qui est certifié et non les formations, in fine, toute votre communication sur Calliope ne doit pas être sur vos supports liés à une action de formation pour pas que ça prête à confusion. Donc, vous m'oubliez les programmes de formation avec le logo. Vous pouvez l'utiliser dans vos mails, dans la présentation générale de votre organisme, mais pas dans des éléments spécifiques à une action de formation. Donc, il y a un exemple qui est cité sur ce support. J'ai le droit de mettre le logo Calliope sur mon site internet ou brochure de présentation de mon organisme. En revanche, si je fais de la formation Excel, je ne pourrai pas mettre le logo sur le programme de cette formation, car elle se réfère à une action de formation précise. Ça, c'est le premier point. Il y en a plusieurs, hein, vous allez voir. Deuxième point, la marque doit toujours être accompagnée de la phrase correspondante à la catégorie d'action certifiée. Certains d'entre vous ont passé la certification Calliope sur des actions de formation. D'autres, par exemple, c'est notre cas au niveau d'Opens, Opens est certifié Calliope sur ces actions de formation et bilan de compétences. Certains, comme citait Laetitia tout à l'heure pour le cas des audits de surveillance, sont certifiés actions de formation, bilan de compétences, VAE. Voyez, donc, on n'est pas, on ne va pas dire tous égaux, mais on a passé une certification sur des catégories d'actions. Donc, si vous utilisez la marque Calliope, vous devez spécifier la catégorie ou les catégories d'actions sur lesquelles vous avez du coup la certification. Dans l'exemple qui est cité, c'est lié à l'action de formation, donc c'est bien précisé. Les interdictions. Donc, il est interdit d'utiliser la marque Calliope, donc on l'a vu hein, dans une publicité, publication ou tout support média pour une action de formation en particulier ou sur l'attestation de formation ou tout support dédié uniquement à une action de formation. Donc, les autres interdictions, on ne modifie pas le logo Calliope. Donc ça, je le vois, c'est dans les cadres où il y a certains organismes qui utilisent les fonds transparents, vous savez, pour que ça colle mieux d'un terme graphique à leur site internet. Donc on ne modifie pas le logo. C'est une marque, hein, Calliope. Donc pour le coup, vous ne pouvez pas associer une marque qui associerait son logo à celui de la marque Calliope. Réserver un nom de domaine identique ou similaire au nom de la marque Calliope, ça on l'a vu. Ça s'est calmé ça, Laetitia, il me semble. Hein. J'en vois plus trop des noms de domaine Calliope. Il y en avait pas mal à une époque. Ouais, ça s'est calmé quand même, c'est vrai. On avait beaucoup de remontées. Ouais, il y a eu des remontées, il y a pu avoir un travail de fond dessus. Cédez vos droits d'utilisation de la marque Calliope à un tiers, par exemple un sous-traitant, effectivement, ça c'est important de le souligner. Déposez le logo Calliope sur un support de communication ne vous appartenant pas, comme le site internet d'un sous-traitant. Utilisez le logo Calliope pour faire de la publicité pour de l'accompagnement,
ça non plus, ce n'est pas autorisé. Et utiliser le logo du COFRAC. Ça aussi, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, on répète que sur tous les éléments qui sont spécifiques à une action, sur les fiches diplôme, fiches programme, attestation de formation, tout élément, feuille de présence, oui, c'est parti, spécifique à une formation en particulier, vous ne pouvez pas apposer le logo Calliope. Alors, j'ai un petit problème, Alors, Virginie. Le question-réponse est en bug de mon côté. Du coup, je ne vois pas s'il y a des questions. Ouais. d'accord, oui, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Tu es en train de répondre et puis tout d'un coup, Ah, mais t'as plus du tout accès là? Excusez-nous pour le petit interlude. j'ai l'écran. Alors, l'écran, toi, je te vois bouger tout ça, mais l'écran question-réponse, il est en bug avec la souris qui bouge plus. D'accord, OK. Bon, on a 82 questions pour info. Voilà, j'ai pas eu le temps de toutes les regarder vu que j'étais en train J'étais en train d'y répondre à certaines et d'échanger. Alors vous inquiétez pas, hein, il faut enfin voilà, il y a pas mal d'éléments sur ah oui, il y a une question intéressante là sur le logo. J'ai vu des logos où l'action de formation est notée en rouge. Donc la catégorie d'action est marquée est en rouge. Est-ce que ça pose un problème, Laetitia? non. Voilà, donc ça pour le coup, c'est pas une modification du logo, on est bien d'accord. C'est, Mm. la précision de la catégorie d'action. Est-ce la même chose si on met le logo Calliope dans une signature d'email? Bah, une signature d'email, c'est quelque chose de général. Du moment que vous utilisez le logo et les catégories d'action, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il y a pas mal de questions, sur l'utilisation du logo. C'est parfait, on va pouvoir en faire un book, global, pour pouvoir, vous y répondre. On termine presque, oui, sur, les NC les plus remarqués, du coup, en audit de surveillance, qui ont été observés sur la dernière, la dernière année et donc on a un top 3, comme on peut vous le préciser. Donc, le top, 3 est composé en premier sur le podium, je commence par le podium, comme ça. L'indicateur 30. Alors l'indicateur 30, on rappelle, c'est l'indicateur qui vous demande d'être dans le recueil de la satisfaction des parties prenantes. Parties prenantes, je le rappelle, qui a été fixée dans le référentiel, hein, donc qui est spécifié dans le référentiel. Donc on vous demande de recueillir à une fréquence pertinente le recueil de la prestation de ces parties prenantes et du coup de pouvoir relancer le cas échéant si vous n'avez pas suffisamment de retours pour mener en place des actions liées à leurs remarques. Donc ça, on voit souvent sur l'indicateur 30 que certaines parties prenantes sont très bien identifiées et sont interrogées, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. D'autres le sont moins. Et je ne parle pas que des financeurs, hein, je pense notamment aux équipes pédagogiques qui sont souvent laissées sur le carreau en termes de recueil d'appréciation. Donc, soyez particulièrement vigilants sur ce sujet. En deux, bah, on vient d'en parler, donc je ne vais pas refaire à laïus, le fameux logo Calliope. Donc la mauvaise utilisation du logo qui conduit à la constatation d'écart par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et en 3, l'indicateur 1. Alors l'indicateur 1, je le rappelle, c'est l'indicateur lié à la diffusion de l'information. On vous demande du coup de diffuser une information qui soit, vérifiable, datée, actualisée, hein, sur, des éléments précis, hein, qui sont également précisés. Il y a 10 items dans l'indicateur 1, pour présenter la nature de vos prestations et donc souvent, dans le cadre des audits de surveillance et ben, c'est un indicateur, qui, pose problème. Alors on nous a mis un petit bonus aussi sur l'indicateur 2. Donc l'indicateur 2, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre des nouveaux entrants, c'est l'indicateur lié à la diffusion des indicateurs de résultats et de performance de l'organisme adaptés à ces prestations. Donc on vous demande de diffuser des éléments chiffrés pour attester de la performance de vos prestations. Et donc du coup, on remarque également que ces indicateurs sont souvent soit non plus identifiés, plus suivis ou non diffusés. Voilà pour un petit topo sur les non-conformités les plus constatées en audit de surveillance. Bien entendu,
vous a fait un petit panel. Il y en a d'autres, hein, moi, je parle souvent aussi de l'indicateur 4 et de l'indicateur 8 qui sont l'analyse, l'analyse du besoin et le positionnement. Enfin, voilà, il y en a d'autres sur lesquels il faut porter une vigilance accrue. Mais là, on voulait vous faire un petit point sur ce sujet. Donc, on est dans les temps parce qu'il est 11h23. On avait dit 1 heure. On a commencé à 10h35, effectivement, mais certains d'entre vous étaient bien à l'heure. Donc, il nous reste quelques éléments, enfin quelques minutes pour répondre aux questions. Est-ce que Laetitia, alors, parce que là, je suis un peu perdue entre le Alors, chat je et les vais faire, questions-réponses. Est-ce que tu as ça y est, récupéré les c'est bon. QR? C'est bon? J'ai récupéré, j'ai pu Ok. répondre à quelques questions. Des fréquentes pour résumer. L'audit de surveillance doit avoir lieu entre 14 et 22 mois maximum si votre cycle est de 3 ans. Donc, vérifiez sur votre certificat s'il est valable 3 ans ou 4 ans. Et 14 et 28 mois s'il est de 4 ans. Voilà. Donc, il faut réaliser son audit de surveillance dans cette fourchette-là. Nous, dans notre souci d'organisation, on va très certainement vous faire des propositions avec des mois en particulier. Ça nous permet de lisser. Par contre, si vous ne pouvez pas, répondez que vous ne pouvez pas et on vous proposera un autre mois. Ensuite, dans les questions, est-ce que préciser sur une convention ou sur un diplôme que vous êtes certifié Calliope sans apposer le logo? On avait posé la question au ministère qui nous avait répondu que oui, c'était possible à partir du moment où on n'utilisait pas le logo. Voilà. Tout à fait. On peut l'écrire. On peut Oui, l'écrire. la mention obligatoire peut être apposée à côté, pas obligatoirement en dessous. Il faut qu'elle soit à proximité pour qu'on puisse comprendre que la certification donc, est délivrée au titre de telle ou telle catégorie d'action. Voilà. On va essayer de répondre aux questions les plus fréquentes, hein. Certains ont des questions très spécifiques. Encore une fois, on va essayer d'y apporter des éléments par la suite en mise à jour du livre blanc ou en FAQ. Mais on va essayer de regrouper les questions qu'on voit le plus. Pour info, on en a plus de 100 qui sont dans le QR. Donc voilà. On essaie de faire au mieux. Est-ce que quelqu'un demande si de ne pas utiliser le logo, c'est un problème. Je vais lui répondre que non. Voilà. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est un élément de communication. Maintenant, s'il y en a qui ne l'utilisent pas, il n'y a pas d'obligation à l'utiliser. Non, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Donc, quelqu'un demande si sur ces flyers, elle ne peut pas mettre le logo Calliope. Si c'est un flyer qui présente l'organisme au sens large, vous pouvez le mettre. Si ça présente une action de formation, du coup, vous ne pouvez pas. Là, on va reprendre parce qu'il y a plusieurs questions sur le livret d'accueil ou autre. Est-ce qu'on peut apposer le logo? Partez du principe que si votre outil est un outil général, enfin, je veux dire, de présentation globale de votre organisme de formation, c'est possible. Si il est spécifique à une action en particulier, ce n'est pas possible, indépendamment de ce que c'est. Donc, gardez cet état d'esprit-là en vous disant, si c'est une présentation, si mon flyer, c'est une présentation générale, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Par contre, si mon flyer, c'est une présentation, parce que je n'ai qu'une action de formation que je défends au niveau de mon organisme de formation, oui, ça va prêter à confusion. Voilà. Ensuite, il y a des questions qui sont très, très précises sur la façon de répondre à certains indicateurs. Là, on ne peut pas vous répondre sur comment est-ce que je réponds à mon indicateur 30 ou autre. Parce que là, ça serait assimilé à du conseil. Par contre, il y en a qui disent est-ce qu'on peut refaire un topo sur les MC indicateurs 30 ou rappelant le PowerPoint en retour? Alors oui, le PowerPoint, on va vous l'envoyer. Le topo, je ne sais pas, Virginie, je pense que... Refaire un topo sur l'indicateur 30, donc c'est-à-dire l'indicateur. C'est l'indicateur de recueil des appréciations. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme non-conformité? C'est que l'oubli complètement d'une partie prenante. Alors ça pour le coup, c'est l'oubli d'une partie prenante. Et encore une fois, on peut avoir des débats sur les financeurs. Sincèrement, c'est aussi souvent les équipes pédagogiques qui sont laissées de côté. Donc, quand vous travaillez en équipe, et là je dis équipe pédagogique, c'est au sens large, voilà. Quand vous travaillez avec d'autres personnes sur l'action de formation, de recueillir leur appréciation sur la conduite de l'action par rapport au rôle que vous avez, ça c'est souvent oublié.
en disant non, je vois pas pourquoi je leur demanderais s'ils sont on va dire satisfaits de notre collaboration. Ils bossent pour moi, ils bossent pour moi. Et ça fait partie des exigences du référentiel. Donc, Oui. souvent, l'écart, c'est l'oubli d'une partie prenante au niveau des recueils d'appréciation. Le recueil d'appréciation, c'est marqué dans le guide, hein, c'est un élément à réaliser de votre part à une fréquence que vous estimez, pertinente. Voilà. C'est noté dans le guide de lecture, donc à vous de déterminer la fréquence optimum au regard des parties prenantes. J'ai trouvé une Est-ce qu'il y a question. d'autres? Ouais, il y a une Oui, question vas-y, très vas-y. pertinente. C'était sur combien de temps peut-il remonter l'auditeur? Vous êtes certifié Ah! voilà, vous êtes certifié à compter d'une date, vous avez réalisé un audit initial. Donc, lors de votre audit initial, vous êtes réputé être conforme puisque vous avez été certifié à l'issue. L'auditeur peut remonter donc jusqu'à la date de votre audit initial pour échantillonner. Voilà. Oui, C'est bon? tout à fait. Voilà. Non, je confirme, hein, enfin, en tout cas, je Voilà. confirme. En tout cas, c'est comme ça que je le fais, hein, sinon Alors, c'est temps de me dire que je fais pas bien. quelqu'un demande s'ils doivent envoyer le BPF en amont de l'audit. Si on Ah! vous le demande, si l'auditeur vous le demande pour pouvoir préparer son échantillonnage, oui, nous, on ne vous le redemande pas puisque pour le calcul des durées d'audit, on s'est basé sur celui au moment de la contractualisation. Par contre, pour préparer son audit, il pourra vous le demander peut-être le jour J pour vérifier si vous lui annoncez que vous n'avez pas réalisé d'action de formation. Oui. Il va vous demander le BPF pour vérifier et valider du coup dans son rapport qu'effectivement le BPF est à 0, par exemple. Voilà. Alors, je rappelle qu'un audit n'est pas un contrôle. Donc, c'est aussi un moment où on va échanger sur votre organisation. Ça c'est l'auditrice qui parle. Moi, c'est vrai que je suis particulièrement sensible quand je peux accéder rapidement dès la réunion d'ouverture à la liste des actions qui ont été réalisées depuis l'audit initial, me permettant de mieux comprendre l'organisation et la réalisation de l'audité. Voilà. Donc, partez de ce principe-là, on n'est pas dans une bagarre, hein. D'ailleurs, encore une fois, j'insiste, s'il y a des écarts, c'est pas la fin du monde, c'est l'amélioration continue, hein. C'est pas un permis de conduire, je l'ai pas, hein. C'est bon, il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'ai du temps pour réfléchir et l'améliorer pour la suite. C'est vraiment dans cette optique-là. Donc, et ne mettez pas des bâtons dans les roues à l'auditeur, ça va pas vous aider à avoir une conduite d'audit sereine. Au contraire, voyez-le plus comme un partenaire qu'un méchant loup qui vient vous embêter une demi-journée, une journée et demie, ça dépend des durées. Laetitia, il est 11h30, donc on arrive sur la fin. Je voulais juste préciser à toutes les personnes donc les QR, on peut les sauvegarder. Voilà, je tiens à préciser pour qu'on puisse vous apporter une réponse. Est-ce que je peux dire un petit truc? Vas-y, vas-y. Donc, c'est vrai que sur le recueil des parties prenantes, on a les financeurs qui répondent jamais, on le sait. Ah! Donc, que se question. passe-t-il? Aujourd'hui, pour être conforme, il faut quand même les solliciter et puis les relancer s'ils ne vous répondent pas. Attention, le référentiel dit fréquence pertinente. Quid de la pertinence si c'est à chaque fois que vous faites une formation? Je ne sais pas. Déjà, peut-être évitez-vous du coup des emails en déterminant une fréquence peut-être moins contraignante qu'à chaque formation. Et sachez que les bruits courent. Nous, on n'a pas encore été sollicité en tout cas, qu'il y a des travaux en cours pour UV8 du référentiel. Ah! Je ne parie pas, Alléluia. je ne sais pas les délais, je ne sais pas les dates. Il y a des travaux en cours. La FAQ aussi du ministère devait être mise à jour, mais c'était il y a au moins un an. Donc, est-ce que ça va sortir en même temps? En tout cas, voilà, il y a des travaux en cours, ça, c'est acté. On n'a pas encore été sollicité. J'espère qu'en tant que certificateur, à un moment donné, on sera sollicité pour aussi expliquer les difficultés qu'on peut rencontrer ou autres. Et j'espère qu'en tout cas, ça évoluera dans un sens ou dans l'autre par rapport à ce genre d'éléments-là, soit parce que les OPCO vont mettre en place des choses, soit parce que du coup, ils vont retirer cette exigence-là, ou cette partie prenante-là. Voilà, donc on ne peut pas vous en dire plus, mais du coup, restez en veille quand même sur la... Indicateur 23. Voilà. La Alors, veille. n'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn, sur nos pages, comme ça, quand il y a la version, de toute façon, on publiera. On sera les premières dessus, vous inquiétez pas. Voilà. Oui, alors, c'est important ce que tu dis. Après, pour retour d'expérience, j'ai eu quelques audités qui avaient des retours des financeurs, hein. Alors, je vais être très sincère avec vous, peut-être 3 sur 100,
100%, on est bien d'accord, mais pour le coup avec des remarques pertinentes. Donc bon, je tenais à partager ces éléments-là, même si je suis bien consciente que c'était 3 sur 100. Donc juste pour préciser, toutes les questions qui ont été posées dans le QR, questions et réponses, on va pouvoir les extraire et du coup alimenter nos propres contenus pour vous rediffuser des éléments. Par contre, tous les éléments qui ont été mis dans la discussion, même si c'est des questions, on ne pourra pas les extraire, hein. Ça, je vous l'avais dit dès le début. Donc, si vous n'avez pas mis vos questions dans le QR et que par la suite, on n'actualise pas nos réponses, malheureusement, ben, désolé. Pour le coup, on peut se baser que sur le fichier questions et réponses qui nous permettra de synthétiser tout ça. Moi, personnellement, j'ai terminé je vais dire mes explications, hein. Elle est en conférence, les explications. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais à dire. Je sais pas toi, Laetitia, si c'est bon. Ouais, je vais rebondir sur 2-3 questions. Enfin, après, pour ceux Elle vous lâche pas, hein, donc qui sont encore là. ceux qui sont encore là, vous avez du rap, vous avez du rap. Alors, on nous demande si la semaine précédente l'audit, on informe des indicateurs qui seront évalués. Donc, comme oui, on vous informe, en fait, les auditeurs vous envoient un plan d'audit de la même façon qu'ils vous l'ont envoyé pour l'audit Oui. initial. Et comme on vous a dit, l'ensemble des indicateurs applicables sont mentionnés. Et vous verrez que de toute façon, il est précisé pour ceux qui sont potentiellement non audités. Ils sont, si vous l'avez en couleur, vous aurez une couleur. Sinon, si vous l'avez en noir et blanc, ça sera précisé en dessous du plan. Et vous verrez si vous êtes concerné ou pas, parce qu'il y a une phrase qui vous explique si vous êtes concerné ou pas en fonction de ce que vous dispensez. Voilà. Pour vous dire un ordre d'idée, en général, l'audit de surveillance, il est d'une demi-journée, donc c'est quand même très, très court. C'est speed, hein, c'est speed. Hein. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, l'échantillonnage et le nombre d'échantillons audités va être fonction de la typologie de vos activités et de la durée de votre audit de surveillance, parce que du coup, certains sont quand même plus longs. Donc, voilà, il ne faut pas perdre de temps. Voilà. Je ne sais pas si. Alors, il y a plein de questions auxquelles. Oui, mais c'est pour ça que. Il y en a 146, on est vraiment désolé. Non, mais pour le coup, Ouais. puis en plus, c'était pour moi la possibilité aussi de vous annoncer, on va mettre à jour avec Laetitia, on tenait un livre blanc. Alors, c'est tout le début de Calliope, hein, pour vous dire, ça date depuis 3 ans. Ben, on va l'actualiser, ça sera l'occasion de mettre ces éléments là-dedans. Donc, on va s'en servir. Donc, merci pour votre participation.